Bonjour, on va reprendre notre cours. On va commencer aujourd'hui par un bilan, une révision récap de ce que nous avons vu avant d'entamer la séquence d'aujourd'hui. Là, comme vous pouvez le constater au niveau de ce grand schéma, vous allez suivre avec moi le curseur infrarouge. Là, nous avons une cellule mère qui va donner deux cellules filles, après un cycle cellulaire. Une cellule mère, elle donne deux cellules filles identiques. Pour que cette reproduction soit conforme, nous avons vu que la molécule d'ADN présente dans la cellule mère, au niveau de son nucléofilament, cette molécule d'ADN est suivie d'une duplication, une réplication, grâce à des enzymes spécifiques qui séparent les deux brins et constituent de nouveaux brins. Un brin ancien, un brin nouveau, et finir avec l'obtention de deux molécules d'ADN qui sont identiques entre elles. Chacune des deux molécules va être adressée à une des cellules filles, c'est pourquoi elles sont identiques. Dans cette partie médiane, on vous montre comment un nucléofilament, pendant la phase G1, va se dupliquer lors de la phase S avec l'apparition de ces structures, dites des yeux de réplication. Là, vous avez le détail de ce qui se passe au niveau de chaque œil de réplication. En G2, notre nucléofilament n'est plus simple et devient un nucléofilament dupliqué avec un centromère. Là, la partie jaune, c'est l'interphase. C'est l'étape la plus longue de la préparation de la cellule à la division. Ensuite, il y a tout ce que nous avons vu comme condensation lors de la prophase et les maximales lors de la métaphase, l'anaphase, la fissuration du centromère et la séparation des chromatides, et en télophase, une décondensation pour l'obtention de deux cellules ayant chacune un nucléofilament comme celui qui était chez la cellule mère. Donc c'est un schéma bilan qui montre une cellule dans deux cellules grâce à un cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, c'est une interphase durant laquelle il y a la préparation et une mitose durant laquelle il y a le partage du tout, du matériel génétique en deux parts équitables, égales entre les cellules filles. Et là, c'est le mécanisme de la duplication selon un modèle semi-conservatif. Un ancien brin en noir devant un nouveau brin en vert. Alors, on va entamer la deuxième partie de notre chapitre, à savoir cette information génétique qui est présente au niveau du noyau. C'est elle qui est responsable des caractères. Rappelez-vous, on a parlé de la forme du chapeau. On a vu la couleur des pois chez les souris. On a vu un certain nombre de caractères. Et donc, on va essayer aujourd'hui de revenir sur ces notions-là pour les clarifier et les mettre au point. Alors, on va attaquer la notion de caractère héréditaire. C'est quoi un gène? C'est quoi un allèle? Commençons d'abord par les caractères. Là, sur cette photo-là, qu'est-ce qu'on voit? Un certain nombre d'individus, garçons et filles. Est-ce qu'ils présentent les mêmes caractères? Bien sûr que non. Si on prend comme exemple la couleur des cheveux, elle n'est pas la même. Et donc le caractère, c'est la couleur des cheveux. Ce caractère, il se présente sous plusieurs formes. Les formes que prend ce caractère, c'est le phénotype. La couleur de la peau aussi, ils n'ont pas la même couleur de la peau. Donc le caractère, c'est la couleur de la peau. Le phénotype, ce sont les différentes formes que peut prendre cette couleur de la peau. Donc un caractère, c'est une propriété qualitative ou quantitative qui distingue un individu des autres individus. Un caractère, il se présente sous plusieurs formes. Chaque forme, on l'appelle comment? Phénotype. La même chose, nous avons ici le monde végétal. Chez la plante, la belle de nuit, nous avons des fleurs de couleurs différentes. Et donc, quel est le caractère étudié dans ce cas? C'est la couleur des fleurs, des pétales. Est-ce que cette couleur se présente sous une seule forme? Non, plusieurs formes.
Qu'appelle-t-on chacune des formes? On appelle ça phénotype. Donc le phénotype, c'est l'une des formes possibles que peut prendre un caractère. De la même façon, nous avons cette mouche ici. Là aussi, la couleur des yeux, la forme des ailes, la couleur du corps. C'est la mouche du vinaigre, la drosophile. Donc c'est des individus de la même espèce, mais qui présentent pour le même caractère des formes différentes. Donc les formes différentes du même caractère, c'est phénotype. Là, c'est un exemple de bactérie. C'est des disques qui contiennent un antibiotique. Là, on a mis le disque, mais le tapis bactérien n'est pas affecté. Donc ces bactéries présentes à ce niveau-là, elles ont résisté à l'antibiotique. Là, on a mis le disque, mais on voit un anneau, une oriole noirâtre, ici. Donc les bactéries qui vivaient dans cet endroit, elles ont dégénéré. Elles sont dégénérées, disparition, la mort de ces bactéries sur l'effet de l'antibiotique. Donc c'est des bactéries qui sont sensibles. Donc sur cette boîte-là, nous avons un même antibiotique et on voit que les bactéries se comportent différemment. Il y a des bactéries qui ont résisté et des bactéries qui sont sensibles, qui ont dégénéré. Alors, c'est le comportement vis-à-vis de l'antibiotique qui se présente sous deux formes. Tout ça, donc, c'est pour vous expliquer c'est quoi un caractère et sa relation avec le phénotype. Donc, récapitulatif, un caractère, c'est une propriété qui permet de distinguer un individu des autres individus. Un individu des autres individus. Ça peut être quantitatif ou qualitatif, directement observable à l'œil nu. Le groupe sanguin, c'est aussi un caractère. Et les phénotypes possibles, c'est le groupe sanguin A, B, AB, et puis O. La même chose pour la couleur des fleurs. Alors, pourquoi il y a cette multitude de phénotypes pour le même caractère? Donc, un caractère, les formes du caractère changent. On va essayer de comprendre la cause de ce changement au niveau de caractère. Pour introduire cette notion de mutation. Donc, on peut le dire dès maintenant, un caractère, le changement qui touche un caractère, ça va être une mutation. Le travail qui a été fait est matérialisé avec une souche bactérienne, Escherichia coli, qui est sensible à l'antibiotique streptomycine. Et on l'a qualifié de strep S. On a cultivé cette bactérie dans une boîte de pétri qui ne contient pas l'antibiotique. Après un certain moment, on voit le développement de colonies. C'est un milieu de culture convenable, il n'y a pas d'antibiotique, les bactéries ensemencées, étalées, elles ont profité des conditions de milieu pour se proliférer, former des colonies. Vous voyez le nombre de colonies. Ensuite, grâce à ce voleur, on va répliquer ces colonies sur d'autres boîtes. On va prendre un échantillon de chaque colonie et on va le répliquer dans la boîte 2, où il n'y a pas de streptomycine, il n'y a pas d'antibiotique, mais la boîte 3, il y a de la streptomycine. Alors, après le transfert, voilà, on obtient exactement le même résultat que la boîte 1. On a pris des échantillons de chaque colonie grâce à ce voleur, et là, nous avons exactement la même boîte. Le milieu ne contient pas l'antibiotique, la streptomycine. La boîte 3, c'est une boîte convenable, sauf que cette fois-ci, on a ajouté l'antibiotique streptomycine. On a fait la même chose. Est-ce qu'on a obtenu le même résultat que la boîte 1? La réponse est bien évidemment non. Quelques colonies seulement on peut pousser en présence de la streptomycine. Notre souche, elle est sensible. C'est pourquoi il y a la disparition de toutes les autres colonies. Ces colonies, pourquoi elles n'ont pas disparu? Elles n'ont pas disparu pour la simple raison qu'elles sont résistantes à l'antibiotique. Et donc là, on a sélectionné une souche qu'on va appeler strep R. Elle est résistante à l'antibiotique, c'est-à-dire elle peut pousser, se développer, même en présence de la streptomycine, parce que
elles ont développé cette résistance. Alors, que s'est-il passé à notre souche strep S? Notre souche strep, initialement sensible, il y a eu un changement, une modification spontanée, brutale, inattendue, au niveau de son comportement vis-à-vis de cet antibiotique. Ce changement brutal a été transmis à toute la colonie. Donc il a touché l'ADN. Parce que le changement qui était dans la bactérie que nous avons ensemencée ici a donné toute une colonie. Donc il a été transmis à toutes les bactéries qui sont issues, qui constituent ce clone. Alors, ce changement brutal, inattendu, transmissible de génération de cellules à la génération suivante, ça s'appelle une mutation. Donc, une mutation, c'est le changement qui touche un caractère pour le faire changer d'un phénotype à un autre. Cette modification, elle touche l'ADN. La preuve, c'est que ce que nous avons ensemencé ici, c'est quelques bactéries seulement. Alors, pour les celles qui ont poussé et formé des colonies, nous avons des milliers de bactéries. C'est-à-dire le changement, il a été transmis aux générations suivantes. Donc c'est un changement qui est héréditaire. Il a été transmis aux générations suivantes. Et pour que ça soit transmis aux générations suivantes, il faut impérativement que ça touche l'ADN. Alors, lorsqu'on a vu les différentes formes de la couleur des cheveux, c'est des couleurs différentes, c'est des phénotypes différents pour un seul caractère. Donc nous avons une version d'ADN qui donne la forme originale. Un changement au niveau de cet ADN va donner une autre forme, une nouvelle couleur des cheveux. On va l'appeler la forme mutée. Et c'est pourquoi on parle au niveau des phénotypes. Les phénotypes originaux, sauvages, et les phénotypes issus de la mutation, mutant ou muté. Donc, les phénotypes, c'est les formes que peut prendre un caractère. Ces phénotypes, il y a un phénotype original, c'est la version originale, et les autres sont des versions issues de mutations. Allons voir quel type de changements peuvent toucher l'ADN. Quel type de changements peuvent toucher l'ADN? L'ADN, c'est quoi? C'est deux brins constitués de nucléotides. Il y a des bases azotées. Donc le changement, il doit toucher les bases azotées. Le changement, il doit toucher les bases azotées. Qu'est-ce qu'on peut changer dans ces bases azotées? On peut rajouter des bases, des nucléotides. On peut amputer, déléter, supprimer des nucléotides. On peut substituer des nucléotides. Et donc le changement que constitue la mutation, c'est soit une addition, on va ajouter des nucléotides à la molécule d'ADN, on va déléter, supprimer des nucléotides, ou encore substituer des nucléotides par d'autres. C'est ce qu'on va voir à ce niveau-là. Les types de mutations ponctuelles, parce qu'il y a des mutations chromosomiques, là, ce n'est pas l'occasion d'attaquer ce genre de mutation, c'est des chromosomes en plus ou en moins. Là, nous avons une séquence normale d'ADN. Là, c'est quel type de mutation? On peut écrire ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Il y avait ATTGC, la ATC. Donc, il y a une substitution de TA par CG. Et là, AT, TA, GC, CG. Donc TA, c'est la délétion. Là, il y avait une substitution. Là, c'est une délétion. Au lieu de 5, nous avons seulement 4. Et là, AT, TA, AT. Là, c'est T a été substitué par A. Ou encore, c'est une addition carrément, parce que TA, ils sont toujours là, en rouge, donc c'est une paire de nucléotides qui est insérée à ce niveau-là. Donc, insertion de A. Donc, lorsque je parle d'un brin, donc insertion de A, et automatiquement, sur l'autre brin, insertion de T. Donc, récapitulons. Là, c'est une substitution.
de T par C. Là, c'est une délétion de T. Et là, il y a une addition. À ce niveau-là, addition de A. Donc une mutation par substitution, une mutation par délétion, là une mutation par addition. Ce sont les trois types de mutations ponctuelles. Alors, ce segment, cette séquence d'ADN originale qui va faire l'objet de l'une de ces mutations, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un gène. Donc, on a vu un caractère, c'est une propriété qualitative ou quantitative qui permet de distinguer un individu des autres individus. Qui détermine ce caractère? C'est la partie, la séquence d'ADN correspondant à ce caractère, ça s'appelle gène. On va voir un exemple ici. Nous avons une bactérie, la bactérie qui était sensible, la strep S, qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà son chromosome. Là, c'est la partie de son ADN qui est responsable de la sensibilité. C'est le gène du comportement de la bactérie vis-à-vis de l'antibiotique. Cette bactérie, elle est résistante. C'est le même segment. C'est le même segment. Cette séquence d'ADN responsable du comportement de la bactérie vis-à-vis de l'antibiotique, ça s'appelle comment? Gène. Définition simple d'un gène, c'est un fragment d'ADN qui gouverne un caractère. Le caractère dans ce cas, c'est le comportement vis-à-vis de la streptomycine. Quels sont les comportements possibles? Soit une sensibilité, soit une résistance. Très bien. Alors, là, c'est le segment d'ADN, c'est le gène, mais sous sa version qui est dans la sensibilité. Là, c'est le gène, mais sous sa version qui donne la résistance. Alors, si le segment d'ADN responsable d'un caractère s'appelle gène, les versions que peut prendre ce gène, ça s'appelle allèle. Et c'est pourquoi nous avons utilisé ici deux couleurs différentes. Pour dire que là, c'est un gène responsable, c'est l'allèle responsable de la sensibilité, là, c'est l'allèle responsable de la résistance. Bref, retenez, un gène, il peut avoir au moins deux allèles. Et c'est quoi un allèle? C'est l'une des versions que peut prendre un gène. C'est l'une des versions que peut prendre un gène. On va mettre l'accent sur ces petites définitions. Nous avons vu caractère. Un caractère, c'est la propriété qui distingue un individu des autres. Qui détermine un caractère? Par exemple, la couleur des cheveux ou bien la couleur des pétales. Il y a une séquence d'ADN qui détermine ça. Qu'appelle-t-on cette séquence d'ADN qui détermine un caractère? On l'appelle comment? On l'appelle gène. Donc un gène détermine un caractère. Très bien. Mais nous avons vu que la couleur des pétales chez la plante, la belle de nuit, ça prend des couleurs différentes. Et donc, puisque le caractère peut prendre des formes différentes, même le gène se présente sous des formes différentes. Qu'appelle-t-on les formes que peut prendre un gène? Les formes que peut prendre un gène, ça s'appelle comment? Ça s'appelle allèle. Récapitulons. Caractère se présente sous forme de phénotype. Le gène se présente sous forme d'allèle. Donc pour un caractère, il y a un gène. Et pour chaque phénotype, il y a allèle. Donc faites cette correspondance entre gène et caractère et entre phénotype et allèle. Donc les allèles sont les allèles, et plutôt les phénotypes sont les formes que peut prendre le caractère, les allèles sont les versions que peut prendre un gène. Est-ce que vous avez bien saisi ces notions de gène, caractère et allèle? Un gène, il détermine un caractère il se présente sous forme d'allèle, et puis chaque allèle va déterminer un phénotype bien déterminé. De cette façon, cette séquence prend fin, et j'espère que vous avez bien compris ces notions indispensables à la suite du cours.